Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur un gros drama qu'il y a dans la communauté crypto à propos d'un nouveau layer 2 qui s'appelle Blast. Blast, c'est un layer 2 comme il y en a beaucoup, sauf que à la différence des autres, c'est que directement dessus, quand on vient bridger des ethers, on peut gagner des intérêts juste en étant sur le layer 2, directement sur la blockchain. On va revenir un petit peu à comment ça se passe dans quelques instants. Mais justement, si ce projet fait débat, ce n'est pas pour rien. Vous voyez qu'actuellement, à l'écran, je suis sur leur site, et de 1, c'est moche, et de 2, quand on va voir un petit peu ce qui se passe, on voit qu'il y a le mot airdrop marqué ici, et que quand on clique dessus, évidemment, il faut un code d'accès, mais surtout quand on va dans About, voir un petit peu ce qui se cache derrière le projet, on s'aperçoit qu'à part, pour l'instant, les gains qu'on peut faire potentiellement dessus grâce au airdrop et grâce au yield qu'on génère sur Ether directement, on n'a pas grand-chose. Justement, Blast, ça a été créé par la même team qui est derrière Blur, qui est donc la plateforme numéro 1 d'échange d'NFT sur le marché crypto. On peut aller vérifier ça en allant directement sur DeFi Lama, et quand vous regardez justement les marketplaces NFT en termes de volume d'échange, et ben vous vous apercevez qu'en fait la première ce n'est pas OpenSea, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est bien Blur. OpenSea a beau être la plus connue certainement, Blur, en termes de volume d'échange, est largement devant. Puisque justement, si on regarde sur les 7 derniers jours, on s'aperçoit très rapidement que là où OpenSea est à 12 500 Ethers de volume sur les 7 derniers jours, Blur, quant à eux, ils sont à plus de 27 000 Ethers. On est quand même sur du 2 fois plus, donc c'est vraiment pas anodin. Blur, ils se sont fait connaître parce qu'ils ont fait un airdrop notamment gigantissime, c'est-à-dire qu'ils ont donné des tokens Blur à leurs utilisateurs. Vous voyez d'ailleurs que sur leur site, on a carrément un onglet airdrop, et la phase 2 s'est passée il y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'on a eu un nouveau round de distribution des tokens, et il y en aura un troisième, ils l'ont annoncé déjà. Vous voyez qu'on a la saison 3 qui va arriver, la saison 2 vient de se finir, la saison 3 va arriver, donc vous pouvez voir les critères d'éligibilité directement sur leur site que je vous mettrai en description. Quand je vous dis qu'ils ont airdroppé pas mal, ils ont vraiment beaucoup airdroppé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec 10 000, 20 000 tokens Blur, avec un prix actuel on va dire de 50 centimes, 20 000 tokens c'est quand même égal à 10 000 $, c'est énorme. Et le pire, c'est que justement, beaucoup de monde ont été éligibles. Enfin, c'est pas le pire, ça, au contraire, c'est bien pour les gens qui l'ont été. Le problème, enfin, si c'est vraiment un problème, c'est que la campagne marketing derrière a été poussée à un tel extrême que les gens ne venaient sur la plateforme que pour ça. Et c'est la même chose avec Blast, en fait. À partir du moment où vous avez un projet qui écrit le mot airdrop partout sur son site, pour moi, c'est pas un bon signe. Et visiblement, on n'est pas beaucoup dans ce cas-là à penser comme ça, puisque si on va justement sur des banques et qu'on regarde au niveau de l'adresse du contrat de Blast, c'est-à-dire là où sont déposés les Ethers, on s'aperçoit qu'il y a presque 560 millions de dollars en Ethers qui sont bloqués sur la blockchain. Sachant que, je le précise dès maintenant, si vous envoyez des Ethers sur Blast maintenant, vous ne pouvez pas les retirer sur Ethereum. C'est-à-dire que vos Ethers sont bloqués jusqu'en février, je crois, le bridge de retour devrait être ouvert en février 2024. C'est-à-dire que pendant 3 mois, vos Ethers sont sur la blockchain Blast et vous ne pouvez pas les toucher. Donc s'il y a une faille, bah vous n'avez juste plus vos Ethers. Et on va y revenir parce qu'en termes de sécurité, ça craint un petit peu. Justement, on avait ce post de Mark Zeller qui est justement un acteur assez connu dans la finance décentralisée qui disait que Blast, justement, avec ses 260 millions de dollars en Ethers, avait plus de 50% que toute la TVL qui est disponible sur Solana, ce qui est énorme. Alors évidemment ça, comme il le dit très bien, ça dit beaucoup de choses, mais pas des belles choses justement, puisque on voit sur X beaucoup de gens qui disent qu'ils sont là pour la tech, pour l'idéologie, etc. Quand il y a moyen de faire de l'argent gratuitement, etc., on s'aperçoit que c'était un petit peu hypocrite de dire qu'on était là pour la tech, sachant que justement on va aller déposer des Ethers dans un contrat qui est très mal sécurisé et qui garantit tout simplement un airdrop. Donc ça, là-dessus, ouais, ça dit pas forcément des très belles choses sur l'écosystème, et c'est bien dommage. Justement, je vous parlais de la sécurité de ce layer 2, et je disais qu'elle était justement à remettre en question, et qu'elle n'était pas forcément à la hauteur de la TVL qu'il y a dessus. Puisque comme je vous l'ai dit, donc quand vous bridgez des Ethers vers Blast, il ne faut pas vous attendre à les revoir avant 3 mois, puisque il n'y a pas de bridge de retour. Il n'est pas encore disponible, tout simplement. La seule sécurité que vous avez sur Blast, c'est-à-dire que le contrat sur lequel vous déposez vos Ethers, il n'est pas immutable, il n'est pas immuable donc en français, c'est-à-dire qu'il peut changer. Il y a des fonctions qui peuvent être modifiées dans le smart contract directement, avec du Solidity, en codant du Solidity. Bon, c'est pas n'importe qui peut le faire non plus, c'est-à-dire que moi je ne peux pas rajouter des fonctions dans le contrat, heureusement, on s'en doute bien. Par contre, il y a au total 5 personnes qui peuvent décider de changer justement ce contrat. Alors, elles peuvent pas toutes le faire individuellement, c'est-à-dire que 3 d'entre elles ont besoin de se mettre d'accord et de signer la transaction toutes individuellement, donc 3 minimum, pour pouvoir accéder et modifier le smart contract. C'est-à-dire qu'en gros, si on résume ça, le smart contract repose sur une sécurité qui est dans les mains de 5 acteurs différents, mais dont on n'a besoin que de 3 pour pouvoir modifier le smart contract en question. Et petite précision supplémentaire, on ne connaît en aucun cas
l'identité de ces gens. Donc en gros, on fait confiance à des gens, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent très bien se mettre d'accord pour introduire une faille dans le smart contract et retirer les fonds des gens qui viennent déposer leurs Ethers dedans, justement. Donc en termes de sécurité, c'est pas terrible du tout. Vous avez à l'écran un thread Twitter dans lequel ils expliquent pourquoi ils ont fait ce choix-là, parce qu'ils disent que c'est bien plus pratique, c'est bien plus rapide, etc., etc., que quand on fait un contrat immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, s'il y a un bug de base dedans, on ne peut pas revenir dessus, ce qui est vrai. Sur ce point-là, ils ont raison. Maintenant, faire confiance à 5 personnes qui peuvent modifier quand elles le veulent le smart contract et retirer des fonds, je suis vraiment pas sûr que ce soit mieux en termes de sécurité et en termes de confiance dans le smart contract et dans le projet. Maintenant, pourquoi il y a autant de gens qui viennent déposer des fonds là-dedans en espérant un airdrop? Tout simplement parce que sur leur site, on peut voir que dans les VC, donc dans les Venture Capital, c'est-à-dire dans les gens qui investissent bien avant tout le monde en early, on peut y voir notamment Paradigm, qui est une boîte bien connue dans les cryptos. C'est simple, en fait, partout où il y a eu Paradigm, il y a eu en général un airdrop. C'est pas plus compliqué que ça. On peut voir notamment qu'ils ont fait des multiplicatifs de fous furieux, que ce soit sur Atom Cosmos. On peut voir quand même qu'ils ont fait x113, donc on va pas les plaindre. Sur FTX aussi, sur Uniswap, sur Axie Infinity. Bref, ils sont positionnés, ils font des multiplicatifs de fou à chaque fois. Et justement, quand on va sur leur site et qu'on regarde dans quel projet ils ont investi, on trouve notamment Argent, qui est un portefeuille sur Starknet, Aztec, qui est un roll-up qui va gérer la privacy sur Ethereum, Blur, qui est du coup la plateforme NFT qui a la même team que Blast, mais aussi Coinbase, Compound, DYDX, Cosmos Atom, comme on l'a vu juste avant, Maker, qui est responsable du stablecoin DAI notamment, mais aussi évidemment OpenSea, Optimism, Osmosis, Phantom, enfin bref, ils sont vraiment partout là où il y a potentiellement un airdrop à se faire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit Paradigm sur un projet, généralement les gens sont hype pour un potentiel airdrop, même si ici il est même plus potentiel vu que c'est écrit partout sur le site. Donc tout à l'heure je vous ai parlé aussi d'un rendement natif à la blockchain. Comment ça marche? Et ben encore une fois il rajoute une couche de risque supplémentaire. Vous pouvez voir ici le mot Lido, c'est-à-dire qu'en gros à chaque fois que vous venez déposer des Ethers sur le smart contract, on peut le voir si on va sur le site de Debank et qu'on tape l'adresse, presque tous les Ethers qui sont déposés sont convertis en ST Ether, donc le token de chez Lido, qui lui rapporte des rendements. Donc effectivement, certes ça rapporte du rendement nativement. Le problème de ça, encore une fois, on augmente le risque natif. C'est-à-dire que si on a un problème au niveau des smart contracts de Lido Finance, alors Blast en souffrira à une puissance absolument inimaginable puisque c'est leur technologie qui est comme ça, c'est natif dans leur écosystème. Donc imaginons dans le pire des cas, on vient à trouver une faille dans le smart contract de Lido qui permet à une entité de venir drainer, donc récupérer les Ethers qui sont dans la pool, c'est-à-dire que les Ethers que vous bridgez vers Blast peuvent être retirés via la faille qu'il y a sur Lido, alors que c'est pas sur Blast. Mais justement, là on voit bien que ça rajoute une couche de risque supplémentaire que personnellement je ne serais jamais prêt à prendre. Vous l'avez bien compris, je pense, via mon intonation et via la présentation que je vous ai faite, mais personnellement, je ne compte pas du tout jouer l'airdrop de Blast, même si je pense qu'il ne sera pas du tout anodin et qu'il y a peut-être des milliers de dollars à se faire. Déjà, ça coûte une blinde parce que le bridge, il faut passer par Ethereum Mainnet, donc on va payer les frais de transaction du Mainnet. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche, c'est-à-dire le jour où il y a moins d'activité sur la blockchain Ether, et rien qu'un swap vaut 20 $. Donc on s'imagine bien qu'en pleine semaine et en pleine activité, ça va être du 40-50 $ pour faire une transaction pour bridger des Ethers. Donc il faut le faire minimum avec 1 ou 2 Ethers. Et je suis pas du tout prêt à mettre ce montant-là dans un projet qui me paraît si risqué pour un airdrop qui est entre guillemets si gros. Enfin, je veux dire, là, c'est clairement marqué partout. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est quand vous arrivez sur le site, vous avez le mot airdrop ici, vous avez le mot airdrop ici, vous avez dans About le mot airdrop à peu près partout. Vous voyez que justement, si je fais un CTRL F et que je tape le mot airdrop, on peut voir qu'il apparaît 11 fois dans la page About du projet. Autant il y a des trucs, des fois, on force un petit peu, autant là, j'ai jamais vu un truc aussi forcé. En plus de ça, évidemment, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour pouvoir déposer des Ethers sur Blast, il y a un système de referral, c'est-à-dire qu'il faut un code d'invitation que vous trouvez si jamais sur X, hein, vous en faites pas, il y en a beaucoup qui en ont. Ça, vous n'aurez pas de mal à en trouver si vous en voulez un. En fait, c'est un petit peu comme Blur, on est sur un énorme système d'affiliation. Visiblement, ça marche très bien. Je sais pas trop quoi en penser, franchement, c'est pas très noble en fait comme façon de faire, je trouve. Alors certes, il y aura peut-être des gens qui vont gagner de l'argent dans le tas, et tant mieux pour eux, franchement. C'est cool, enfin gagner de l'argent, on peut pas dire que ce soit une mauvaise chose. Maintenant, le fait de bridger autant de fonds, je vous le rappelle encore une fois, mais 560 millions de dollars en Ether, c'est absolument énorme. Et qu'autant de fonds se retrouvent dans des projets si peu avancés techniquement, parce que techniquement, il n'y a rien, on va pas se mentir, c'est le meilleur d'eux, comme il y en a 10 autres.
Je veux dire, ils apportent rien à l'écosystème, mis à part le fait qu'on génère des rendements natifs, mais en fait, ça rajoute une couche de risque, c'est-à-dire qu'on peut pas faire ça sans prendre des risques en plus. Donc je sais pas, je trouve ça un peu dommage que justement il y ait autant de capitaux là-dessus, alors qu'on a des projets qui sont beaucoup mieux techniquement, qui essayent d'apporter une vraie solution à l'écosystème, et qui, justement, en essayant de faire ça noblement, ne se retrouvent pas avec des fonds aussi colossaux que ce projet-là. En plus, c'est pas pour dire, mais on voit très bien que sur leur site, les images, c'est fait avec de l'IA, c'est pas un vrai artiste qui a fait ça. Vous allez dire que je critique beaucoup, et vous auriez pas tort, mais c'est assumé ici. Tous leurs backers, c'est-à-dire les gens qui ont investi tôt derrière, sont disponibles notamment sur leur Twitter. Ils ont fait un post là-dessus où ils les énumèrent tous. Donc ça, c'est clairement les gens qui vont avoir le plus de tokens et qui vont vous dumper à la gueule, hein, si jamais vous allez sur le projet. Soyez juste prévenus. Les grands gagnants, ce seront eux, hein, comme d'habitude, et vous leur servirez d'exit liquidity justement quand vous aurez votre airdrop. Mais bref, c'est un autre sujet. On voit bien qu'ils essayent de se comparer avec Optimism et Arbitrum, mais les critères qui sont mis n'ont aucun sens. Hein. Je veux dire, native yield, comme je vous le disais, c'est une couche de risque monumentale en plus. Évidemment qu'on n'a pas ça sur Optimism et Arbitrum, c'est des projets qui font les choses un minimum sérieusement et qui veulent pas prendre le pari de tout risquer sur un protocole, en l'occurrence Lido Finance. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de comparer Blast avec Optimism et Arbitrum en termes de mission. Ça n'a juste aucun sens. Alors bref, voilà, si vous voulez y aller, c'est libre à vous, évidemment. Je suis personne pour vous dire de ne pas y aller, et vous prenez vos propres décisions et vous en êtes vous-même responsable. En aucun cas, c'est des conseils financiers et je vous dis pas de ne pas y aller. Simplement, voilà, ça fait se poser des questions quant à la viabilité de ce projet en question, et puis surtout de la direction de laquelle prend l'écosystème ces derniers temps. C'est un peu triste de voir des choses comme ça. Peut-être que cette vidéo sonnera un petit peu comme un coup de gueule, c'en est pas tellement un, même si effectivement il y a des choses qui sont pour moi complètement à revoir. Maintenant voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous allez bridger vers cette blockchain pour tenter d'avoir l'airdrop. Si vous voulez en discuter, justement, en débattre, vous pouvez venir sur mon Twitter. Si jamais le compte est en description, ce sera plus facile d'en parler là-bas directement. Mais si vous voulez en parler dans les commentaires, allez-y. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!